Salut tout le monde et bienvenue pour le Hardcore Flashback du mois d'avril. Donc je le fais assez tôt. Il n'intervient pas un mercredi, donc ça je m'en excuse. J'espère que ça chamboulera pas un peu votre planning de la journée. Au pire, hein, la vidéo elle va pas s'enfuir. Aujourd'hui donc je vous parle du premier pay-per-view de 2007. Je vous en avais déjà parlé dans le point catch du mois passé. C'est New Year's Revolution 2007 avec dedans mon match préféré toute année confondue à la WWE. Alors juste pour la petite précision, ça a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 janvier 2007 au Camper Arena dans la ville de Kansas City dans le Missouri aux États-Unis si je ne me trompe pas. Et pour ce pay-per-view, c'est une première, c'est ce qui faisait un peu l'originalité des pay-per-view d'antan, si je peux dire ça comme ça. C'est un pay-per-view qui est donc exclusif à Raw, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de match pour le titre poids lourd, ni pour le titre des États-Unis, ni pour le titre par équipe de la WWE. Je crois que ça s'appelait comme ça à cette époque-là, parce qu'il y avait deux titres séparés par équipe. Il y avait les championnats par équipe du monde et les championnats par équipe de la WWE. Ces derniers faisaient partie du roster de SmackDown, donc ces trois championnats, on ne les verra pas dans ce pay-per-view, étant donné que justement c'est exclusif à Raw, comme je vous le disais. Puis avant de passer à l'analyse propre, en fait, j'ai fait une constatation, c'est que sur la carte, il y a plus que 3 catcheurs qui sont aujourd'hui encore à la WWE, dont 2 qui sont actifs, parce qu'il y a Triple H, mais je ne le mets pas dans les actifs. Sinon il reste Cena et Orton. Tous les autres qui sont sur cette affiche ne sont plus à la WWE aujourd'hui. Voilà, bref, assez parlé. Le premier match de la soirée, donc vous voyez un affrontement pour le titre intercontinental détenu par Jeff Hardy, qui le défendait donc contre Johnny Nitro, qui est devenu John Morrison par la suite, dans un steel cage match. Donc j'ai été très déçu de ce match-là. En m'attendant à du Jeff Hardy et du Johnny Nitro quand même, je veux dire, c'est pas de la merde Johnny Nitro, mais surtout avec du Jeff Hardy dans un tel match, je m'attendais à ce que ce soit totalement malade, que ça bouge de tous les côtés. Finalement, on n'a pas eu ça. Encore une fois, je tiens à rappeler que si je ne regarde pas la caméra, mais plutôt ici, c'est parce qu'il y a mes notes sur mon iPhone. J'ai mis que la tenue de Nitro, bon, rien à voir pour le match, mais ressemblait un petit peu à celle de Tyler Breeze aujourd'hui. Et concernant le match même, il y a beaucoup de gros problèmes de rythme, étant donné que c'est trop irrégulier. Il y a beaucoup, c'est un steel cage quoi. Il y a beaucoup trop souvent des moments où les deux sont par terre, ils sont un peu inconscients les deux parce qu'ils tombent les deux du haut de l'échelle ou portent un peu des prises suicidaires qui touchent les deux lutteurs. Ça m'a posé problème parce que autant on a ces moments-là où les deux lutteurs sont par terre et ça reste un bon moment comme ça, autant le rythme peut être beaucoup plus soutenu par la suite, même 2 minutes après. Donc c'est beaucoup trop inconstant et moi ça m'a dérangé franchement dans ce match-là. Ensuite un autre côté petit agaçant, c'est Melina. Je l'avais complètement oublié. Alors Melina pour moi c'était la lutteuse qui était devenue championne des divas, qui avait affronté Michelle McCool pour réunir les titres diva et féminin, je crois que c'était en 2010-2011. J'avais oublié cette Melina qui gueulait tout le temps pour encourager Johnny Nitro. Voilà, c'est un peu agaçant, mais ça rajoute un autre côté dans ce match-là. C'est un bon point quand même. Et puis, bon, c'est une belle fin, mais qui n'est pas assez originale. Donc, pour ceux qui s'en souviennent pas, je vais pas tout spoiler le match. Mais Johnny Nitro, en fait, escalade l'échelle pour passer de l'autre côté. C'est un steel cage match. Hein. Je rappelle qu'il n'y a pas de toit sur ces cages-là. Et Jeff Hardy, pardon, essaie de passer par la porte, sauf que Melina se met devant l'arbitre pour pas que l'arbitre ouvre la porte. Et puis finalement, l'arbitre arrive à enlever Melina, et puis Jeff Hardy défonce la porte à l'aide de ses pieds, et Johnny Nitro tombe sur... voilà, vous voyez, la porte tourne, et lui il tombe comme ça, donc castré à mort, voilà, vous voyez le genre. Et j'ai mis que c'était pas assez original. Alors maintenant avec le recul, je l'ai regardé il y a quelques minutes, ce pay-per-view. Est-ce qu'il était original à ce moment-là? Je m'explique, en 2007... il n'y a pas eu beaucoup de fins différentes dans un steel cage match. Il y a eu beaucoup de steel cage match, mais pas autant qu'il y en a aujourd'hui, c'est logique. Et puis on en a vu un avec une fin comme ça, il n'y a pas si longtemps à la WWE, ça devait être l'année passée. Je ne me souviens plus qui avait gagné ce match-là de cette façon il y a peu de temps. Donc je ne saurais pas le dire. Donc forcément en 2015, je regarde ce match, je vois cette fin, je me dis c'est pas original. Mais est-ce qu'en 2007 c'était original? Je ne peux pas le savoir. Donc je vais pas pénaliser la note par rapport à ça. Donc je le répète, je suis pas assez emballé par ce match, je suis assez déçu, d'où mon 6 sur 10. Voilà, s'il n'y a pas eu ces deux catcheurs, admettons qu'on ait du Santino Marella contre, je sais pas moi, du Marc Henry, c'est rien à voir, j'ai deux lutteurs que j'apprécie pas forcément beaucoup. J'aurais eu beaucoup moins d'attentes, surtout que je me souviens un peu de la rivalité de Jeff Hardy, Johnny Nitro. C'est quand même une des rivalités que j'ai suivies en premier, si ce n'est pas la première, en suivant la WWE depuis le début en 2006. Donc oui, je suis déçu.
Je vais aller un petit peu plus rapidement maintenant parce que le ton est quand même donné. Il y aura beaucoup de notes de cette trempe-là durant cette analyse, à part un. Donc je vais un petit peu me dépêcher. Et là d'ailleurs je ne vais pas faire beaucoup d'analyse parce que le deuxième match c'était un tag team turmoil match. Donc 5 équipes s'affrontaient. Donc d'abord une contre une et dès qu'une équipe est éliminée, la troisième arrive. Voilà, ça a été comme ça. Je vais juste dire dans l'ordre d'élimination comment s'est déroulé le match. D'abord, The World Greatest Tag Team, donc Shelton Benjamin et Charlie Haas ont battu The Highlanders. Alors déjà, c'est Rory et Robbie McAllister. Déjà, ça fait beaucoup de bien de revoir ces deux équipes que j'aimais beaucoup. Ensuite, la World Greatest Tag Team ont battu Super Crazy et Jim Duggan. Voilà, donc la troisième équipe qui était plus une alliance plutôt qu'une équipe. Rien à dire là-dessus. Lensked et Trevor Murdoch ont battu The World Greatest Tag Team dans l'avant-dernier match de Tag Team Turmoil. Donc là, j'ai envie de dire que c'est l'effet Finlay. J'en parle, je crois, maintenant à tous mes hardcore flashbacks. Finlay, je le critiquais beaucoup en 2007, 2006, même 2008. Et c'était pareil pour Trevor Murdoch et Lensked, mais mon dieu, pourquoi je ne les aimais pas juste parce qu'ils avaient un thème de paysans et qui ressemblaient à rien, quoi. C'est des mecs qui sont badass à souhait. Et bon, petit repos en paix à Lensked qui nous a quittés il y a quelques années, et Trevor Murdoch qui n'est plus là. Moi franchement, c'est des équipes qui me manquent et je suis déçu de ne pas avoir eu la maturité que j'ai aujourd'hui en 2007 pour apprécier pleinement ces équipes de cette carrure. Et pour finir, Crime Time ont battu Cade et Murdoch pour devenir les aspirants numéro 1 au titre. De toute façon, ça change rien. La prochaine équipe championne du monde par équipe n'était pas dans ce match-là. Là, c'était Edge et Randy Orton qui étaient champions par équipe. Finalement, ce sera John Cena et Shawn Michaels qui arriveront à les battre 3 mois après minimum. C'était après WrestleMania. Et juste faire une petite parenthèse, c'est dommage parce que là, si on regarde le futur de ces équipes, elles ont quasiment toutes été séparées, hormis les McAllister, donc The Highlanders qui ont été virés en même temps. Charlie Haas et Shelton Benjamin se sont séparés un peu d'une manière inattendue, et puis bon, Charlie Haas s'est fait virer par la suite. Super Crazy et Jim Duggan étaient une alliance, donc ils n'ont pas vraiment été séparés. Mais maintenant, là où je veux en venir, c'est Crime Time et Cade et Murdoch, c'est des séparations bêtes. Et on voit que la séparation de ces équipes, ça leur a valu leur place à la WWE parce qu'ils n'assuraient pas en solo. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais que je trouvais quand même importante à préciser. Ne séparez pas les équipes qui méritent d'être ensemble et qui sont faites pour la division par équipe. Actuellement, Primetime Players ont été reformés parce que ça allait pas du tout en solo, en tout cas pour Titus O'Neil. Et concernant la note du match, j'ai mis 6,5 sur 10, surtout pour revoir toutes ces équipes parce que ça m'a fait plaisir. Troisième match, Kenny Dykstra ou Dykstra contre Ric Flair, donc là c'est une guerre de génération. C'est deux hommes qui se connaissent très très bien parce que Kenny Dykstra, si vous vous souvenez bien, c'était le leader du Spirit Squad, oui, où il y avait aussi Dolph Ziggler qui était, comment il s'appelait Mitch, non, je sais plus comment il s'appelait, je vais pas dire de bêtises, mais donc ils étaient champions par équipe et c'était Ric Flair et Roddy Piper qui leur avaient pris ce titre là, enfin leur titre par équipe par la suite, puis Ratederkao avait pris la ceinture aux vétérans. Donc c'est deux hommes qui se connaissent très très bien. Sinon par rapport au match j'ai pas grand chose à dire, il est lent et sans impact, je veux dire même Kenny Dykstra ne sait pas apporter des prises, cet homme est mauvais à souhait. Alors j'ai pas souvenir de son catch en dehors de ce match là parce que ça date maintenant. Mais pour ce match-là, il est mauvais à souhait. Limite, le public se réveillait que maintenant, parce que oui, dans les deux premiers matchs, le public était à moitié absent, donc à moitié présent aussi, logique. Mais là, il se réveille vraiment grâce à Ric Flair qui sait bien motiver la foule. Et sinon, j'ai mis bien de faire gagner les jeunes, parce que oui, Kenny Dykstra a gagné ce match-là. Voilà, c'est ce que je reproche assez souvent. Donc là, le jeune gagne sur le vétéran, ce qui est une bonne chose, même s'il n'y aura pas vraiment de suite pour Kenny Dykstra, donc... c'est bien de faire gagner les jeunes pour pouvoir leur permettre d'atteindre des sommets, vu que Ric Flair y a déjà été plus d'une fois. Et j'ai mis déçu encore une fois de la lenteur du match, ce qui fait que je pousse la note à 6 sur 10. Quatrième match, la note est assez ironique, j'ai mis 6,5 sur 10. Pourquoi ironique? Parce qu'elle a la même note que le main event, donc un match féminin et le main event la même note, et est même plus grande que le match opener qui était un steel cage match où il y avait Jeff Hardy et Johnny Nitro. Donc oui, là c'est ironique, c'est le match de championnat féminin. Mickie James, la championne, défendait son titre contre Victoria. J'ai mis que c'était une très bonne rivalité pour Victoria, sa petite liste où elle faisait des vues que chaque fois qu'elle avait démonté une catcheuse. Il y en a eu 4 si je me souviens bien, Maria, Tori Wilson... je ne me souviens plus, ça devait être Candice Michelle, je crois, et puis Mickie James qui l'avait battu dans un match sans enjeu, le titre n'était pas en jeu en tout cas. Donc oui, c'était une très bonne rivalité et un match très bon pour un match de diva. Aujourd'hui, on voit pas vraiment ça, à part AJ, bon, elle a pris sa retraite, mais avec Paige, principalement Natalia ou même Naomi, c'est très très rare de voir des matchs de cette envergure. Pourtant, c'est pas un match exceptionnel à l'époque, je pense que c'était même un match plutôt pas mauvais, mais peut-être à la moyenne, peut-être un petit peu même en dessous.
Donc voilà, moi j'apprécie de voir ces matchs-là aujourd'hui, donc c'est un peu subjectif parce que c'est aujourd'hui. Je suis habitué aux matchs un peu plus mauvais, donc forcément je vais augmenter la note, d'où 6,5. Ensuite j'ai mis que le finish est mal joué parce qu'il y a eu un petit angle avec Melina avant le match, Victoria qui lui dit Johnny Nitro n'a pas pu avoir le titre intercontinental, donc si tu m'aides à avoir le titre, tu seras la première à pouvoir m'affronter, donc tu pourras peut-être avoir le titre toi et pas ton mec. Voilà, du coup Melina essaie de l'aider en fin de match, c'est foireux parce qu'on sent la storyline en dernière minute. Et puis Candice et Maria viennent empêcher Melina d'aider Victoria. Pourquoi pas Tori Wilson à ce compte-là, vu que ça a été la quatrième à être sur la liste de Victoria. Bref, en tout cas c'est des petits détails, mais ça m'a fait plaisir de voir ce match-là. Ça rafraîchit la division des divas. Si ce match avait eu lieu aujourd'hui, j'aurais été très très content. Ensuite, 5e match sur 7, DX contre Rated RKO. Donc DX composé de Shawn Michaels et Triple H contre Rated RKO composé de Edge et Randy Orton, les champions par équipe, donc qui défendaient leur ceinture à l'occasion. Waouh, rivalité de malade qu'on a eu les dernières semaines, brutale à souhait, dès qu'il sortait de sa rivalité contre les McMahon. Je crois qu'on n'a jamais eu une rivalité aussi bonne lorsqu'elle entourait les titres par équipe. C'est du génie, franchement c'est du génie, et le match c'est parfait. Et d'ailleurs l'avant-match est déjà bien brutal, donc on sent tout le storytelling avant le match où la DX va fracasser la Rated RKO durant leur entrée. Ensuite j'ai mis digne d'un match de pay-per-view, c'est énorme, et là voilà, vraiment ce match est subjectif, c'est mon préféré. De toute génération, tout match confondu de la WWE et de catch confondu, vraiment toute fédération. Pourquoi? Je vais m'expliquer, ce match est pas aussi bon que ça, vous comprenez bien, j'ai mis 10 sur 10. Ce match, ça fait plus de 8 ans qu'il a eu lieu, donc oui, pour moi, ce match restera dans mon cœur comme match préféré. Je voulais vraiment vous en parler, je remercie mon frère d'ailleurs qui m'a acheté le DVD, parce que je voulais une fois vous faire ce pay-per-view en vidéo, et cette fois-ci, le moment est arrivé. Pourquoi ce match mérite-t-il d'être en numéro 1 dans mon cœur? C'est un peu niais, mais vous allez me comprendre. Tout simplement parce qu'il y a un message derrière ce match, en plus d'être violent et très bon. Vous allez voir que durant tout le match, c'est du sang qui coule à flot. On voit Randy Orton qui est en sang de là jusque, vous allez me voir jusque là un petit peu plus bas. Le mec est rouge, Shawn Michaels pareil, Edge est totalement inconscient après le match. Et on arrive à Triple H, donc brutal à souhait. Triple H se blesse durant ce match. Là vous allez me dire, donc vraiment sur un spinebuster sur Randy Orton, je crois qu'il se déchire les ligaments croisés du genou, ça va être un truc comme ça, du genou droit. Donc il se blesse et on ne le verra plus jusqu'au mois d'août pour SummerSlam où il reviendra sur un retour victorieux contre Mark Henry si je me souviens bien. Mais pourquoi ce match est très bon alors qu'il y a une blessure? Vous allez me dire, tu peux pas trouver un match bon, comment tu peux te réjouir de la blessure d'un gars comme ça? Et bien je vais vous répondre tout simplement, le mec se relève, fait des pedigrees, fait des spinebusters, il continue de faire un pedigree sur la table des commentateurs après le match. C'est du génie. Il y a un message, le mec est blessé, il souffre comme un porc et le mec continue à faire un match. Pas comme l'ancien Sin Cara qui voulait arrêter le match, qui faisait des signes de croix à l'arbitre parce qu'il s'était plié le petit doigt. Voilà. Triple H envoie un message. Quand tu as envie, quand tu aimes ce que tu fais, tu vas jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive. Message plus match complètement dingue qui méritait le main event pour un match pour le championnat par équipe. C'est magnifique, je mets 10 sur 10. Mon match préféré, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il dure 30 minutes. Voilà, maintenant le petit questionnement que je me pose par rapport à ce match-là, ça fait 8 ans. Je ne suivais pas les news, donc je ne sais pas si vous avez l'information ou si elle n'a jamais été divulguée. Est-ce que le match devait se terminer de cette façon? Je m'explique, Shawn Michaels va sortir des chaises et va même donner un coup de poing à l'arbitre. On ne sait même pas s'il y a une disqualification et donc victoire de Rated RKO ou si le match se termine sans vainqueur étant donné que c'est le chaos total. Donc ça c'est ma première interrogation. Et ma deuxième, justement quand je parlais de news et de sites de news, est-ce que le match était prévu de cette façon, ou en tout cas la fin était prévue depuis longtemps de cette façon? Je m'explique, est-ce que la DX aurait dû gagner les titres par équipe à ce moment-là? Et vu que Triple H s'est blessé, ils ont dû changer leur plan. Si vous savez, vous m'enlevez un questionnement qui dure depuis plus de 8 ans. Donc si vous êtes sûr, mettez-le moi en commentaire. Après un tel match, on se retrouve pour l'avant-dernier qui est Carlito contre Chris Masters. Donc le mec qui crache à la gueule des gens contre le mec qui a volé, copié mon physique. Donc c'est deux hommes qui se connaissent bien, hein. Je crois que ces deux hommes faisaient équipe auparavant pour avoir les titres par équipe qui étaient détenus par Big Show et Kane si je me souviens bien, donc ça doit dater de début 2006. Je crois même qu'ils avaient eu un match de championnat à WrestleMania 22, donc c'est pour dire. Seulement je ne suivais pas la WWE à cette époque, je l'ai suivi à peu près de 4-5 mois plus tard. Voilà, donc ça c'est juste pour l'histoire. Sinon ça entoure Tori Wilson qui est avec Carlito qui est face d'ailleurs, je me souviens même plus que Carlito était face une fois dans sa carrière à la WWE.
Concernant le match, j'ai mis rythme constant mais un peu lent. Le coup de l'accordage de Master c'est bon, c'est le seul truc que je vais retenir. Il déchire Carlito. Sinon c'est un match normal qui est digne de Raw mais pas en pay-per-view. Et puis après un match tel que DX contre ATDRK, on peut pas foutre un match aussi foireux que ça. L'après-match, Chris Masters essaye d'aller vers Tori Wilson puis finalement il ne le fait pas. Enfin bref, ne regardez pas ce match là, il est foireux. Il va bien à Raw, pour un Raw normal, mais pas pour ça. C'est pour ça que j'ai mis 4,5 sur 10. Il arrive en plus au mauvais moment dans le pay-per-view, donc 4,5 sur 10, c'est bien assez. Et puis on arrive au main event, John Cena défend son titre de la WWE contre Umaga. J'ai bien apprécié ce match-là, cependant en le notant, j'ai vu que ça valait du 6 sur 5 sur 10, je vous spoil pas, je vous l'ai dit pour le quatrième match avec le match des Divas. Maintenant, pourquoi, et je me rends compte en lisant les notes, que je suis assez négatif quand même, pas totalement mais dans l'ensemble, j'ai mis que c'était un match assez lent au vu de la domination d'Umaga dans la première moitié. J'ai marqué la première moitié du match, mais durant tout le match quasiment, à part sur la fin, il y a beaucoup de matchs qui ont ce schéma-là actuellement, c'est-à-dire que quelqu'un est sur le push ou alors a une série de victoires comme Umaga à ce moment-là, je crois que ça faisait un peu moins d'un an qu'il était là, il n'avait jamais perdu. Et puis donc forcément il va dominer, Umaga a une corpulence assez imposante, donc forcément il est lent, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour lui ça l'est. Donc forcément, John Cena va subir la lenteur d'Umaga, et forcément vu qu'il a un push, vu qu'il a une série d'invincibilité, il va dominer la plupart du match, et forcément vu qu'il est lent, ça va ralentir considérablement le rythme. Donc le match est lent du début quasiment jusqu'à la fin. Voilà. Premier point négatif. Ensuite, Cena est encore un peu en mode dominé pour la plupart du match. Ça, c'est le deuxième point. On a trop vu ça. C'était en 2007, moi je regarde en 2015. Il y a un décalage, je suis d'accord, mais ça saoule. Là, après, j'ai dit Umaga est invaincu, donc la WWE essaie toujours de le mettre en avant. Du coup, il y a beaucoup d'impact quand même dans les prises de ce match-là. Et ça, forcément, c'est un point, vu le point négatif que j'ai dit avant, c'est la contrebalance, c'est le point positif. Voilà, après, quand on vous dit Umaga contre John Cena, vous allez penser au match Last Man Standing. Je crois qu'il y a eu lieu au Royal Rumble. Et j'avais pas souvenir de ce match-là, quoi. J'étais un peu déçu en revoyant ce match-là. Je l'avais déjà fait une petite gaffe, je crois, il y a pas longtemps. Ça devait être Triple H contre Sheamus, WrestleMania 25 ou 26. Et j'avais confondu avec le Street Fight d'Extreme Rules. C'est pareil là, donc j'ai été déçu. Voilà. Ensuite, John Cena gagne sur un petit paquet. Le finish est dégueulasse. Donc, j'ai quand même une bonne vision de ce match-là parce que le storytelling est quand même vu au travers même du match-là. Et puis, je me souviens quand même de la rivalité un minimum. Donc, je me souviens qu'elle a quand même été assez bonne. Le problème, c'est que Cena casse encore une streak et là sur petit paquet. Et il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Le problème est pourquoi c'est toujours John Cena qui casse les streaks des lutteurs. Alors là, c'était le premier. Il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Il y a eu celui avec le Great Khali. Je ne sais plus s'il avait déjà perdu contre l'Undertaker, mais il était en forme au moment où il était challenger numéro 1. Donc on va en parler au prochain Hardcore Flashback qui sera sur Judgment Day. Je crois que ce sera John Cena contre le Great Khali, mais je crois que c'est la deuxième édition, le match retour pour Khali. Donc c'est encore une fois le même scénario. Khali est à fond et Cena pète un peu son push. Et c'est pareil, on a eu Bray Wyatt à WrestleMania 30, on a eu récemment Rusev à WrestleMania 31. Pourquoi c'est toujours Cena qui casse les streaks? Donc là maintenant c'est ma question. À votre avis, pourquoi c'est Cena? Vous pouvez me répondre dans les commentaires. Moi j'aimerais bien à la limite voir même Russ casser une streak, ça pourrait le mettre un petit peu plus en avant. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 6,5 sur 10. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis 6,5 sur 10. Il y a le résultat, il y a le rythme du match et le fait que Cena est en mode dominé, un peu comme ces derniers temps, principalement avec Lesnar à SummerSlam 2014. Du coup, la note finale de ce pay-per-view est de 6,6 sur 10. C'est presque la plus mauvaise note du match en sachant qu'il y a mon match préféré dans ce pay-per-view. Je crois que de toutes mes analyses, la plus mauvaise était Night of Champions 2013 qui avait récolté la note de 6,5 sur 10. Ça fait 3 étoiles, ça reste du potable, hein, c'est quand même la moyenne. Mais ce pay-per-view est quand même bon dans l'ensemble, il y a des bonnes choses qui sont proposées. En fait, c'est pas que le pay-per-view est mauvais, c'est qu'il y a peu de gros détails qui influencent la note de ce pay-per-view, alors qu'en règle générale, on a beaucoup de petits détails qui penchent pas forcément la balance d'un côté, et là les gros détails forcément, ça fait pencher la balance du mauvais côté, pardon. Donc je vous le conseille quand même, c'est un très bon pay-per-view, juste au moins pour le DX contre ATDRK, ça vaut la peine de le regarder. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vais faire quand même 2-3 dédicaces, n'oubliez pas d'aller consulter le site Direct Wrestling, de vous abonner à cette chaîne et de consulter aussi la page Facebook Direct Wrestling. Je vous invite aussi à aller suivre Closer to God 76 parce que je n'ai plus fait de pub depuis un bon moment, donc sur sa chaîne YouTube, ainsi que WWE Fan France. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve le mois prochain pour Judgment Day 2007. Donc ça arrivera d'ici début mai. Voilà, à tout bientôt.